Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous de votre émission Le Jury du dimanche, e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée et votre site également que vous adorez, immedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Ndoye, ancien ministre de l'Éducation de base et des langues nationales et ex-secrétaire général de la Ligue démocratique LD. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, moi aussi, je suis heureux de répondre à cette invitation compte tenu de tout ce que vous représentez dans ce pays. Plus de 50 ans dans le secteur de l'éducation comme ministre, enseignant, inspecteur. L'invité du jury du dimanche que vous êtes est l'un des plus grands spécialistes de ce domaine. Mamadou Ndoye, qui se passe de commentaires d'ailleurs quand on interroge son cursus dans le champ de l'éducation, aussi bien national, africain qu'international. Comme expert, Ndoye a participé à l'élaboration de programmes de développement de l'éducation dans plusieurs pays africains, notamment pour les programmes d'accélération des 25 pays d'Afrique les plus en retard en matière de scolarisation en fin 90 et début 2000. Parallèlement à ce parcours dans le domaine de l'éducation, Mamadou Ndoye est aussi un homme politique engagé, homme de gauche. Il a dirigé la Ligue démocratique en remplacement de son compagnon de lutte, le professeur Abdoulaye Bathily. Mamadou Ndoye, on ne vous entend pas beaucoup. On a l'occasion aujourd'hui de vous interroger sur des sujets d'actualité. C'est donc par votre casquette politique que nous allons démarrer cette émission. L'opposant et député Ousmane Sonko est accusé de viol et de menaces de mort par une jeune masseuse du nom d'Adji Sarr qui a déposé une plainte contre le leader du parti PASTEF. Quelle a été votre réaction quand vous avez été informé de cette affaire? Disons que je me suis dit que cette affaire porte beaucoup de dommages à notre pays, à l'image de notre pays, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Ousmane Sonko n'est pas un citoyen comme tous les autres. S'il l'était, évidemment, la question ne se serait même pas posé du débat en tant que tel. C'est un leader politique qui a émergé de manière brillante sur le champ politique. Et je dois préciser pour votre auditoire que je ne suis pas militant du PASTEF, bien sûr, et je ne suis pas non plus partisan d'Ousmane Sonko. Donc je parle d'un lieu qui n'est pas un lieu partisan. Je parle d'un lieu où on se soucie essentiellement de la démocratie au Sénégal et de l'image de notre pays. Et de ce point de vue, je dis que la lutte politique, parce que je mets cette affaire dans la lutte politique. Oui, pour vous, ce n'est pas une affaire privée. Non, pour il ne faut moi, pas la confiner. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas une affaire privée. Et je ne la considère pas du tout comme une affaire privée. Comme je ne considérais pas l'affaire de Khalifa Sall comme une simple affaire pénale. C'était une lutte politique. Et le cas d'Ousmane Sonko est aussi une lutte politique. Et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que ça se joue l'avenir de la démocratie dans notre pays. Est-ce que nous allons nous battre à partir de projets politiques? Est-ce que nous allons nous battre à partir de luttes d'idées, à partir de basses manœuvres, de calomnie, de dénigrement? Voilà la question qui est posée. Pour vous, la vie privée d'un homme politique ne doit intéresser personne? Pas du tout. Même si c'est des accusations qui sont quand même graves. Ce n'est pas... Viol, menace de mort, des faits présumés, en attendant d'en savoir davantage. Ce n'est pas cela. Ce que je considère, c'est qu'on est en train de manipuler une pauvre jeune fille. On est en train de manipuler une jeune fille perdue qui ne sait même pas où elle va. Qui la manipule? Ceux qui sont au pouvoir. Ah oui? Ah, pour moi, c'est très clair, parce que la main du pouvoir est dans l'affaire. Premièrement, la célérité des forces de l'ordre. Vous voyez, chaque jour des plaintes contre viol existent dans ce pays. Vous avez vu la police, pas simplement notre police, y compris les polices occidentales, avoir tant de célérité pour une affaire de viol. Ça n'existe pas.
on a accéléré la procédure policière. Qui a la possibilité d'accélérer une procédure policière? Pour moi, c'est l'État. Le procureur. Il y a tant d'affaires aujourd'hui qui sollicitent le procureur de la République. Pourquoi le procureur met en priorité un tel dossier? Pour moi, encore une fois, la main de l'État est là pour accélérer cette procédure, pour lever l'immunité parlementaire qui demande l'action du ministre de la Justice. Tout cela montre que la main de l'État est dans plusieurs points dans ce dossier-là. Et pourquoi je parle de manipulation? Justement, j'allais en venir, cette demande de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale en a été saisie. Vous réfutez la thèse d'une affaire privée opposant deux citoyens, quand même, on peut le relever, c'est deux citoyens. Ça, c'est la thèse de l'État. Oui. C'est la thèse du pouvoir en place. Oui. Et c'est ta manière, aujourd'hui, de vouloir dépolitiser cette question alors que cette question est éminemment politique. Et c'est la même méthode avec l'affaire Khalifa Sall. C'était une histoire simplement de détournement, une histoire pénale qui n'a rien à voir avec la politique. Et pour vous, cette procédure de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko n'a pas sa raison d'être? C'est la mobilisation de tout l'appareil d'État autour de cette affaire. Mobilisation de la police, mobilisation du ministère de la Justice, mobilisation du procureur et aujourd'hui mobilisation de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est la main de l'État en plein dans cette affaire. Il ne faut pas lever l'immunité parlementaire du député Sonko. Je ne dis pas ça. Ça, c'est pas ça mon problème. Je ne suis pas dans les petites procédures. Moi, je suis dans une affaire montée de toutes pièces contre un adversaire politique pour le discréditer et l'éliminer. Et je suis dans cette perspective-là. La présumée victime, Adji Sarr, a également des droits, dont celui de saisir la justice. Ne s'agit-il pas ici de concilier le respect des droits de la jeune fille avec ceux de M. Sonko qui bénéficie d'une présomption d'innocence? Vous voyez, moi je crois qu'il y a des questions sur lesquelles il faut éviter toujours un détournement d'analyse. Et c'est pourquoi je voudrais aussi lancer un message, aussi bien pour les organisations de droits de l'homme que pour les organisations de protection de la femme. Pour leur dire, il ne faut pas que votre propre cause soit affaiblie par cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que la question de la démocratie et des droits de l'homme va être affaiblie par cette affaire. Mais la cause des femmes risque d'être affaiblie par cette manipulation parce que demain, lorsqu'il y aura de vrais viols, on ne va pas les considérer comme de vrais viols, on va considérer que c'est de la manipulation parce qu'il y a des antécédents de manipulation de viol, parce que celui-ci est un antécédent de manipulation de viol. On serait en présence d'un faux viol? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Même dans Quelles sont les preuves? Mais il suffit d'écouter les différents acteurs qui sont en jeu. Parce qu'Adji Sarr n'est pas seule dans cette affaire. Elle était accompagnée d'une autre fille masseuse comme elle. Il y avait la propriétaire de la maison qui est là, le mari de la propriétaire qui était présent dans la maison au moment où tout ça se passait. Et tous ces témoignages montrent très clairement que c'est un montage. Donc on ne s'arrête pas. Et l'affaire a été mal ficelée. Parce que si c'était bien ficelé, ce serait encore plus grave, parce qu'on aurait aussi mis dans le complot et la propriétaire, et les masseuses, et tout le monde. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont là en dehors d'Adji sont des témoins à décharge. Et qu'est-ce que le pouvoir fait? C'est aussi de s'attaquer à ces témoins à décharge, de les harceler au niveau de la police, pour qu'ils changent leur version. Mamadou Ndoye, vous êtes un homme politique. Est-ce qu'on peut concevoir qu'un homme politique qui a également
de grandes ambitions comme l'ambition présidentielle puisse se rendre comme n'importe qui dans un salon de massage comme dans l'affaire Ousmane Sonko? Oui, je reprends encore l'affaire Khalifa Sall. On est toujours dans la même dynamique. On dira, mais Khalifa, il s'est laissé piéger. Il ne devait pas faire ceci. Il ne devait pas faire cela. Et Sonko aussi, c'est la même chose. Oui, il ne devait pas aller dans cette maison. Pourquoi il ne doit pas aller dans cette maison? Pourquoi un homme politique ne doit pas se faire masser? Ce n'est pas une maison close. Ce n'est pas une maison de prostituées. S'il était allé dans une maison de prostituées, on aurait pu dire qu'il n'aurait pas dû y aller. Mais ce n'est pas une maison close. C'est un institut public, ouvert au public, connu de tous, avec des enseignes publiques et tout. Ce n'est pas une maison close. Pourquoi Sonko ne doit pas y aller? Sonko doit y aller. S'il a des raisons d'y aller, il a donné les raisons pour lesquelles il y aille. Avez-vous en mémoire un précédent de cette nature, parce que vous êtes un témoin de l'histoire politique de ce pays? Avez-vous en mémoire un fait semblable? Disons qu'on a toujours, dans la lutte politique, il y a eu toujours des tentatives, évidemment, d'éliminer un adversaire par des biais. Et bon, ces biais-là peuvent être multiples, que ce soit des biais, comme on a fait à Khalifa en parlant de détournement, d'autres, on va trouver des scandales qui sont des scandales de type sexuel comme Sonko. Il y a toujours ça. Mais à ce niveau, à ce point, je n'en ai jamais rencontré. Oui, et puis il y a eu aussi des accusations de crimes de sang dans ce pays, comme l'assassinat de Maître Babacar Sèye. À l'époque, Maître Abdoulaye Wade, chef de l'opposition, avait été accusé comme étant le commanditaire. Il a été blanchi par la justice parce que un non-lieu délivré par un juge. Je n'aimerais pas faire de commentaires là-dessus. Pourquoi? Je n'aimerais pas parce que, disons que je suis très sceptique à l'égard de ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Donc, je n'aimerais pas faire des commentaires là-dessus. Pour vous, cette affaire de l'assassinat de Maître Babacar Sèye doit être dissociée des affaires que vous avez évoquées antérieurement? Pour moi, oui, clairement. Parce que vous avez une autre conviction sur l'affaire Maître Babacar Sèye? Non, ce n'est pas que j'ai une autre conviction, mais c'est que jusqu'ici, on n'a pas clarifié l'assassinat de Maître Babacar Sèye. Oui, mais Maître Abdoulaye Wade avait bénéficié d'un non-lieu. Quelques années plus tard, il a été élu président de la République. Écoutez, Mamadou, franchement, je n'aimerais pas m'aventurer sur un terrain glissant. Mais en ce qui concerne l'assassinat de Maître Babacar Sèye, moi, je continue mes interrogations qui ne sont pas levées. La gauche sénégalaise n'a-t-elle pas abandonné le terrain de la lutte pour la démocratie et les libertés, et n'a-t-elle pas cessé d'être aux côtés, comme vous le disiez, des masses laborieuses? Pas du tout. Je ne pense pas que la gauche sénégalaise ait quitté les valeurs sur lesquelles elle s'est toujours battue, qui sont des valeurs de progrès, de solidarité, de justice sociale. Mais disons que la gauche s'est affaiblie. Les organisations politiques qui ont porté la gauche sénégalaise se sont terriblement affaiblies. Pas seulement au Sénégal, mais au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, tout le monde sait qu'il y avait la lutte entre le camp du progrès et le camp du capitalisme. Cette lutte-là s'est déroulée sur le plan international et depuis 1989, avec la chute du mur de Berlin et tout ce qui a suivi la chute du mur de Berlin, il est clair que les bases de la construction du socialisme sur lesquelles se référaient la plupart des organisations de gauche, ces bases-là se sont effondrées. Et ceci a affaibli les idées de gauche d'un point de vue à la fois idéologique, c'est-à-dire de la représentation et de la conception du monde tel qu'il devrait être, mais aussi ça a permis aux idées libérales de prendre leur envol et peut-être de se disséminer, y compris même dans des pays de l'ancien ou de l'ex-camp socialiste. Et même, disons, des porte-drapeaux
qui pouvaient encore subsister par leur puissance telle que la Chine, ont quelque part abandonné les idées de base comme les idées de planification pour s'insérer dans l'économie de marché. Et par conséquent, tout cela a affaibli la gauche de manière générale. Oui, mais pour la gauche sénégalaise, quand on regarde, on a l'impression qu'elle n'a pas d'offre politique. Sa voix est noyée, pour ne pas dire étouffée, soit dans le camp présidentiel ou dans celui de l'opposition. Mais c'est le devenir d'une force devenue faible, qui ne se sent plus la force de l'autonomie, et donc d'une voix qui soit une voix propre, d'une identité qui soit une identité propre, qui soit capable de marcher seul, de porter des luttes seul, et par conséquent, et qui cherche, disons, à s'abriter. Quelques-uns de nos anciens compagnons qui ont abandonné totalement, évidemment, cette cause, le disent très clairement. Oui, d'où la question de Ibrahima Bousso. La gauche a-t-elle démissionné de l'échiquier politique sénégalais? Pourquoi ce silence de cathédrale sur le fonctionnement de la gestion du pays? En avez-vous marre de lutter pour des principes et pour des valeurs sans résultat escompté? Il n'y a pas de silence. Oui. La voix est moins entendue. Si je prends... Peut-être qu'elle ne s'exprime pas fortement. Mais elle s'exprime, mais elle n'est plus forte. Le problème, c'est qu'elle n'est plus forte. La faute à qui? À vous qui auriez abandonné le combat? Non, c'est l'affaiblissement. C'est l'affaiblissement général du mouvement. Oui, mais qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, je vous l'ai dit, c'est un peu que les organisations et le mouvement de gauche, de manière générale, ont perdu leur force et perdant leur force, ont perdu leur autonomie et perdant leur autonomie, n'ont plus de voix propre. Y compris la Ligue démocratique, votre parti? La Ligue démocratique s'est battue parce que les autres forces de gauche qui sont entrées en alliance dans Benno Bokk Yakaar ont accepté d'être noyées totalement dans Benno Bokk Yakaar. Et parce que la Ligue démocratique, ou tout au moins une fraction de la Ligue démocratique, a refusé d'être noyée, oui, et a voulu continuer à se battre sur ses valeurs propres, la LD debout. Oui, qu'elle a été cassée et qu'il y a une partie qui se retrouve dans le camp du pouvoir et une autre partie qui continue la lutte. Vous êtes dans quel camp finalement, vous, moi, je suis dans la LD debout depuis très longtemps, ça, depuis le début, tout le monde le sait. Le professeur Bathily? Ça, il faut lui demander. Mais moi, ce que je peux vous dire en ce qui me concerne. Oui. 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 Alors, il y a la LD, il y a le PIT, il y a And Jëf qui connaît également des difficultés, oui, qui a connu des difficultés avec la séparation entre Landing Savané et Mamadou Diop Decroix. Ma question est de savoir finalement, est-ce que vous considérez finalement que ceux qui vous rappellent cette belle époque de la gauche sénégalaise, finalement, sont tout simplement nostalgiques? Ils doivent accepter de faire le deuil de la gauche? Non, on ne fera jamais le deuil de la gauche parce que, vous savez, dans la vie, il y a toujours un mouvement. Ce mouvement, qui est un mouvement d'affaiblissement, peut retrouver des circonstances qui lui permettent de faire un rebond. Et moi, j'ai confiance en ce rebond. Mais ce rebond va demander de la part des acteurs une certaine refondation, c'est-à-dire une révision du projet politique pour l'adapter aux exigences du monde actuel, une autre manière de développer une stratégie politique en fonction des contraintes qui sont les contraintes du monde actuel et des opportunités qui existent. Et ce travail-là, ça peut être un travail de longue haleine pour avoir ce rebond. Il n'est pas évident au bout de quelque temps que vous allez avoir un rebond. Mais moi, j'ai confiance en la jeunesse qui s'investit dans ce travail-là. Et comme je dis, je suis toujours prêt à accompagner cette jeunesse dans ce travail de rebond. Est-ce que Ousmane Sonko, si tant est qu'il soit de la gauche, je vous demanderai votre avis sur la question, peut être considéré comme
un fer de lance ou un des fers de lance de ce rebondissement de la gauche? Je ne connais pas le projet politique de M. Ousmane Sonko. C'est pourquoi je vous disais dès le départ, je ne suis pas militant du PASTEF et je ne suis pas partisan de M. Sonko. Maintenant, je sais qu'il est en train de se battre sur des idées que je peux partager et qui sont essentiellement, jusqu'ici, des idées de gouvernance. Comme la manière dont aujourd'hui on conduit le pays, la manière dont on gère les ressources du pays, la manière dont on définit les priorités du pays, la manière dont on règle les questions de pertinence et d'efficacité dans les dépenses du pays. Voilà les questions sur lesquelles il est en train de poser des questions sur lesquelles je suis d'accord. Mais je ne connais pas le projet politique. Je sais ce qu'il dénonce et je dénonce ça avec lui. Mais je ne connais pas son projet politique. Au-delà de la dénonciation, il faut... La dénonciation ne suffit pas pour moi pour faire un projet politique. Serait-il envisagé de que... Non, je ne sais pas pour le moment. Une alliance entre je ne connais pas assez M. Ousmane Sonko, je ne le connais pas. Oui. Si je le connaissais, je pourrais le dire. Je ne le connais pas et je ne connais pas son projet politique. Mamadou Ndoye, invité de ce jury du dimanche. On va élargir le champ pour parler du dialogue national. Probablement, vous le suivez avec le président Famara Ibrahima Sagna, qui est porté à la tête donc, du comité de pilotage de ce dialogue national. Le général Mamadou Nia, paix à son âme, qui est décédé il y a quelque temps, vient d'être remplacé par le professeur Babacar Kanté à la tête de la commission du dialogue politique. Quelles sont les réflexions que vous avez sur le dialogue national? D'abord sur le principe. Sur le principe, je suis pour le dialogue. Parce que dans un pays, il y a deux possibilités. Soit on gouverne le pays par la concertation, la consultation, la coopération, l'incitation, etc. Soit on dirige le pays de manière autoritaire et ça conduit à des mesures de répression et d'autorité. C'est les deux manières de gouverner un pays. Et je suis pour la première manière. Donc, quand le président appelle à un dialogue, sur le principe, je suis pour le dialogue. Et quand j'étais aussi dans Benno Bokk Yakaar, je lui donnais ce conseil par rapport aux forces politiques, que sur les questions du pays, que vous ne pouvez pas dire je vais faire un plan Sénégal émergent pour 2035 et ne pas avoir un large dialogue au niveau du pays. D'abord, pour le succès du plan, il est important que les gens se l'approprient et soient actifs dans la réalisation de ce plan, premièrement. Deuxièmement, parce que aussi, si vous ne faites pas le dialogue, y compris avec les gens qui sont chargés de l'alternance pour demain, comment pouvez-vous parler de projet pour 2035? Parce que vous ne pouvez pas être là jusqu'en 2035. Donc tout devrait vous amener à dialoguer sur ces questions-là pour la construction du pays. Le dialogue national doit intégrer la perspective d'une autre alternance. Il n'y a pas de doute. Quand vous regardez, on a l'habitude de nous donner l'exemple des pays d'Asie. Les pays d'Asie ont pu faire les réformes nécessaires parce qu'ils ont eu un temps de continuité dans la durée très long, très très long, qui leur a permis d'avoir un temps de conduire et de mettre en œuvre le changement dans la durée nécessaire. Il est clair que quand on fait un plan Sénégal émergent pour 2035, alors qu'on a été élu en 2012, on doit savoir qu'on ne sera pas là pour continuer le plan et que ce sont d'autres forces. Ça signifie qu'il faudra autour de ce plan, si on est réellement convaincu que ce plan doit être comme cela, il faut construire un large consensus qui permettra aux forces qui vous succéderont de pouvoir continuer dans cette voie-là. Presque arriver à une sorte de loi-plan. Mais c'est ce que font aussi les pays d'Europe du Nord. Si les pays d'Europe du Nord avancent mieux que d'autres,
Et s'ils ont un style de développement, j'allais dire plus apprécié que d'autres, c'est parce qu'ils savent construire un consensus sur le long terme qui permet, à travers l'alternance démocratique, de continuer un projet de changement. Mais ça, malheureusement, dans nos pays, ça ne se fait pas. Donc, pourquoi on ne peut pas arriver à ce consensus large? Parce que c'est notre relation au pouvoir politique. Si on a une relation au pouvoir politique qui fait que quand on a le pouvoir, il nous faut tout le pouvoir et que personne d'autre ne peut avoir un pouvoir, le combat politique devient un combat mortel. Il devient un combat mortel. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il n'y a pas de doute dans nos pays. Parce que quand j'ai le pouvoir, j'ai tout. Et celui qui est en dehors du pouvoir n'a rien. Donc ça devient un combat mortel. Et si ça nous fait revenir au cas Khalifa Sall. Moi, j'ai le pouvoir, je suis le président de la République. Lui, il a été élu comme maire de Dakar. Il a un pouvoir restreint. Mais il faut que je lui enlève ce pouvoir-là. Il faut que je lui enlève coûte que coûte ce pouvoir. Je ne veux laisser à personne une petite parcelle de pouvoir politique. À personne. Et à ce moment-là, la lutte devient une lutte à mort. Mais si aujourd'hui on était dans une démocratie qui permet une ouverture, qui permet une dévolution des pouvoirs, pas seulement au niveau méso, mais aussi au niveau micro, permettant à toutes les forces politiques de pouvoir assumer des responsabilités à un niveau ou à un autre, c'est clair qu'on ne va pas considérer que la conquête du pouvoir, c'est une lutte à mort. Vous semblez plaider le retour de Khalifa Sall, le retour intégral dans le jeu politique. C'est le fond de votre pensée? Vous savez, ce que je crois en politique, oui, c'est qu'un pouvoir a besoin de contre-pouvoir. Et l'opposition est un contre-pouvoir. Et lorsqu'un pouvoir a besoin d'éliminer l'opposition, ce n'est plus une démocratie. C'est tout sauf une démocratie. Parce qu'une démocratie a toujours besoin de contre-pouvoir. Toujours. J'allais vous demander, mais quid alors du Parti démocratique sénégalais qui a gouverné ce pays, mais quid surtout de Karim Wade, qui a été désigné par ce parti comme candidat à la présidentielle 2019, qui n'a pas pu se présenter pour les raisons que nous savons et qui vit depuis quelques années au Qatar? Karim Wade doit revenir au pays. Il a commis des fautes. Il a été sanctionné pour ses fautes. Il doit revenir au pays et retrouver comme petit citoyen sa place. On rappelle souvent qu'il est sous le coup d'une contrainte par corps. Oui, parce qu'il y a des milliards d'amendes qui pèsent sur son épaule. Qu'on utilise politiquement. J'aurais aimé, même étant contre Karim Wade, étant contre ce qu'il a fait dans ce pays, que j'ai condamné à l'époque et que je continue de condamner, parce que, étant fils d'un président de la République, prenant les pouvoirs comme s'il était président de la République et se servant de ses pouvoirs pour s'enrichir, je l'ai condamné comme tel. Et je continue à le condamner. Mais, une fois qu'il est pris, qu'il est sanctionné et qu'il a subi cette sanction, on doit le laisser retrouver ses droits de citoyen. Une loi d'amnistie en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade, parce qu'ils sont inéligibles depuis leur condamnation. Moi, ça, ce sont des modalités. Moi, je m'en tiens au principe. Le principe, c'est que tous ces gens de l'opposition doivent retrouver leurs droits civiques. Voilà le principe que je défends. Quand la volonté politique est là, la modalité, on la trouve facilement. Si nous restons sur le dialogue national avec son volet politique, aujourd'hui, on a un calendrier électoral confus. Les élections locales ont été repoussées à plusieurs reprises. Là, on parle d'une possible ou une probable tenue de ces élections
à la fin de l'année 2021, les législatives qui sont prévues en 2022 et puis la présidentielle de 2024, la mère des batailles qui provoque déjà beaucoup d'agitation. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce calendrier électoral confus aujourd'hui au Sénégal? Si le calendrier électoral est confus, c'est que le pouvoir en place a décidé de le rendre confus. La question est très claire, aussi bien au niveau des lois qu'au niveau des principes. Du point de vue des principes, le pouvoir politique en démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il y a dévolution du pouvoir à partir de règles précises qui sont édictées par la loi. Vous êtes élu pour un mandat à durée déterminée. Et tout élu a une durée déterminée de mandat. Lorsque ce mandat est terminé, il doit être renouvelé, sinon il devient caduc. Alors, le pouvoir est chargé d'organiser cela. Il a la responsabilité de l'organiser. Comment le pouvoir est arrivé à des conditions qui font que aujourd'hui on ne sait plus à quand les élections locales. C'était prévu en juin 2019. On dit on reporte à décembre 2019. Ensuite, on dit on reporte à 2020. Ensuite, on dit on reporte à 2021 et maintenant, on ne sait plus quand. Ça, c'est inadmissible du point de vue démocratique. Et on se rapproche d'autres échéances. Les législatives de 2022, la présidentielle de 2024. Certaines voix n'ont pas manqué de dire, mais si on veut organiser toutes ces élections séparément, le pays ne va plus travailler. Il faut peut-être réfléchir sur un couplage. Quel est votre avis sur cette question? Non, c'est-à-dire que tout cela nous ramène à la question principale. Et la question principale, c'est que la démocratie ne fonctionne plus dans notre pays. Ah oui. Quand un pouvoir en place a la possibilité de pouvoir réaménager le calendrier électoral en fonction de ses calculs politiques, rien ne va plus. Or, tous les gens dont vous parlez qui parlent de couplage sont aujourd'hui dans les calculs politiques du pouvoir en place. Exactement. Aujourd'hui, pour eux, les locales, ce n'est même pas encore le problème. Le grand calcul, c'est les législatives et les présidentielles. Ils les ont découplés. C'est eux qui les ont découplés. C'est Macky Sall qui a choisi de les découpler. S'il avait respecté sa promesse d'avoir 5 ans au lieu de 7 ans, aujourd'hui, on serait toujours presque dans le couplage. C'est Macky Sall qui a décidé de les découpler. Et il en voit les inconvénients aujourd'hui. Il mesure tous les inconvénients. Et ce sont ces inconvénients qui amènent à penser qu'il faut coupler de nouveau. Et pour le moment, on joue avec le temps. Et vous, c'est quoi votre avis? Mon avis est qu'il faut respecter le calendrier électoral. Très clairement. Déjà, on n'aurait pas dû arriver là. Et les élections doivent être organisées à date échue. L'élection présidentielle de 2024, avec son débat qui est moins intense quand même depuis quelque temps sur le troisième mandat ou la troisième candidature, une intention que certains prêtent au président Macky Sall, d'autres qui disent qu'il faut s'en limiter à la limitation du nombre de mandats à 2. Quelle est la compréhension et la position que vous en avez? D'abord, il n'y a plus d'intention. À moins qu'on veuille être aveugle, il n'y a plus d'intention.
Il y a quoi? C'est une volonté affichée Ah oui? d'aller vers un troisième mandat. D'abord, M. Macky Sall nous a dit que c'est lui qui a écrit la Constitution et qu'il ne pouvait pas y avoir de troisième candidature. C'est ce qu'il nous avait dit quand le débat avait commencé. Et qu'il n'est pas question, on a dit pas de mandat successif, c'est terminé. Deuxième temps, M. Macky Sall nous dit je ne peux dire ni oui ni non. Donc on a quitté déjà la position de fermeté qu'on avait vis-à-vis du troisième mandat pour dire je ne peux dire ni oui ni non. Troisième temps, tous ceux qui disent oui c'est possible, il n'y a pas de problème, mais tous ceux qui disent non, je les réprime. Les actes posés par Macky Sall montrent très clairement qu'il a décidé d'aller à un troisième mandat. Ce n'est plus une intention. Il en a droit ou il n'en a pas? Il n'a pas droit du tout. C'est clairement qu'il n'a pas droit du tout. Il ne peut pas avoir de troisième mandat, comme lui-même l'avait déclaré dans un premier temps. Alors, le jury du dimanche avec Mamadou Ndoye, nous allons le poursuivre sur des questions sociales. La pandémie à Covid-19 qui fait des ravages. Le Sénégal en est aujourd'hui à plus de 30 000 cas positifs. Quelle évaluation faudrait-il faire de la gestion de cette pandémie par notre pays? Je crois que dès le début, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens s'étaient félicités de la gestion de la pandémie au Sénégal, dans un premier temps. Pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que on avait mis en avant les scientifiques qui avaient une expérience de ces pandémies et qui au Sénégal, où le corps médical, y compris dans d'autres pays, avait une expérience et qui ont mis leur expérience au service du pays. Les gens du COUS avaient fait un travail admirable. Deuxièmement, le gouvernement, en votant, disons, le budget de résilience, avait permis non seulement de donner des moyens à la santé, mais également d'atténuer les conséquences de la pandémie sur la population, sur certaines couches et peut-être même sur certaines entreprises. Tout cela semblait très bien. Ensuite, le président Macky Sall avait invité les responsables de l'opposition pour montrer que c'était une question qui n'était plus une question politique, mais une question nationale et qu'il fallait relever d'un point de vue national. Cette approche avait été saluée par beaucoup de gens. Et je dois également souligner que l'opposition a eu une discrétion responsable sur la question, n'a pas monté en flèche les problèmes qu'on pouvait avoir pour créer une polémique autour de cette pandémie. Je trouve cette discrétion très responsable. Il y avait un consensus. Ouais, très responsable. Oui. Bien que certains aient critiqué cette discrétion. Alors, voilà ce qui s'est passé au début. Ensuite, sont venus le temps des incohérences. Premièrement, pourquoi on décide d'ouvrir les écoles au moment où les chiffres montrent que la situation est plus grave, alors qu'on les avait fermées au moment où les chiffres étaient plus bas? On ne comprend pas. Pourquoi? Oui, mais vous avez... Non, oui, allez-y, continuez. Oui, un peu. Oui, d'accord. Deuxième incohérence qui est venue tout dernièrement, au moment où on fermait les frontières internationales, les chiffres étaient extrêmement bas. On décide de les ouvrir au moment où la hausse est là. Ces incohérences, ajoutées au fait que la communication du gouvernement devenait de moins en moins crédible face à ses propres contradictions
Je veux dire, un rassemblement religieux peut être là. Non, on ne dit rien parce que c'est des religieux, mais un autre rassemblement, il faut réprimer. Face à ces propres contradictions, le discours du gouvernement ne devenait plus crédible. Et aujourd'hui, face à cette hausse, je ne dirais pas exponentielle, mais qui s'en rapproche, le gouvernement décide d'un couvre-feu, mais ce qui manque toujours, c'est quelle est l'évaluation de l'efficacité de ce couvre-feu. On n'en entend pas parler. Il faut faire une évaluation. Écoutez, nous sommes dans une gestion de l'incertitude. Tout le monde est d'accord qu'avec cette pandémie, beaucoup de gens sont désarmés. Donc on ne va pas reprocher au gouvernement d'être désarmé comme les autres. Mais quand on est désarmé, il y a un minimum de dispositifs qu'on met en place qui permet, quand on prend des initiatives, d'essayer d'évaluer ces initiatives pour voir leur efficacité et en fonction des résultats, de faire des ajustements périodiques. Oui, mais l'explication que le chef de l'État lui-même donne de ce que vous considérez comme étant des incohérences, c'est qu'il a dit à plusieurs reprises, parallèlement aux mesures prises par l'État, qu'il faut apprendre à vivre en présence du virus. Mais c'est précisément ça, apprendre. Quand vous voulez apprendre, vous prenez des initiatives, vous évaluez, vous tirez les leçons et ces leçons vous permettent de réajuster. C'est cela, apprendre. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'apprendre, on lui reproche de ne pas apprendre. Voilà ce qu'on lui reproche. Ah oui, il n'a pas appris quoi? Ou il n'aurait pas appris quoi? Mais ce que je viens de dire, c'est-à-dire que toutes les mesures qui sont prises, quelle est l'évaluation de l'efficacité? Quels sont les résultats? Quels sont les facteurs qui sont considérés comme étant des facteurs favorables et quels sont les facteurs qui sont défavorables? Et comment cela peut venir alimenter le réajustement de la stratégie? On n'a pas ça. Alors, vous avez été ministre et même piloté un secteur quand même important, c'est l'éducation de base, les langues nationales. Vous parliez tout à l'heure des incohérences concernant l'ouverture ou la fermeture des écoles. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour les écoles? Les refermer? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les connaissances pour le dire. Les connaissances pour le dire ne sont pas des connaissances pédagogiques. Les connaissances pour le dire ne sont pas des connaissances sur l'éducation. C'est des connaissances sur la santé, sur la propagation de l'épidémie, sur les formes et les facteurs de propagation de l'épidémie. C'est ça qui permet de dire qu'est-ce qu'il faut faire dans une école. Si je m'en tiens, moi, à la question de l'éducation en tant que telle, ce que j'ai toujours dit, c'est comme, à l'époque, c'était comment sauver l'année scolaire. Parce que perdre une année scolaire, ça coûte très cher à un pays. Mais est-ce que la situation sanitaire permet ou non de sauver? Ça, je ne peux pas le savoir. Très bien. On va parler des questions d'éducation de manière spécifique tout à l'heure, juste le temps d'en finir avec la Covid. La vaccination est annoncée en fin février au Sénégal. Une annonce qui a été faite lors du dernier Conseil des ministres. 200 000 personnes jugées prioritaires sont visées. Une bonne nouvelle? Il faut vacciner. Il n'y a pas de doute. Pour moi, je suis totalement pour le vaccin. Maintenant, vacciner 200 000 personnes au Sénégal, si on ne me donne pas un autre plan que de vacciner 200 000 sur personnes... une cible de presque 3 500 000 de Sénégalais. Oui, 3 500 000, parce qu'on dit que pour lutter, vraiment, il faut que 70% de la population soit vaccinée. Ouais. Nous sommes 15 millions. Ouais. Certains même parlent de 16 voire 17 millions. Pour vous, c'est insuffisant, la population ciblée?
Moi, j'écoute les scientifiques. Oui, mais comment arriver à réussir cette campagne de vaccination qui s'annonce dès fin février? Je crois que d'abord, pour les 200 000, il n'y a pas de problème. Parce que si on prend déjà le personnel de la santé qui est partout prioritaire en matière de vaccination, et je crois qu'au Sénégal aussi, on va commencer par eux, eh bien, déjà, ça fait un nombre. Bon, les personnes, disons, de plus de 75 ans, si on prend cet ensemble-là, déjà, je crois que les 200 000 personnes, on va les atteindre. Les personnes vulnérables par rapport à l'âge, vulnérables aussi par rapport aux comorbidités. Vous êtes candidat au vaccin? Moi, dès qu'on me dit, je me vaccine immédiatement. De ce point de vue, je suis très clair. Je crois que face à des pandémies comme ça, je crois d'ailleurs au Sénégal, on a eu tellement, c'est quand j'étais enfant, à l'école primaire, à l'école Faidherbe, qu'on avait tous les vaccins chaque année. Tous les vaccins, moi je ne comprends même pas ce débat sur les vaccins parce que c'était tellement répandu et régulier au Sénégal que je ne comprends pas le débat. Il nous reste 5 petites minutes pour terminer cette émission avec Mamadou Ndoye, ancien ministre et qui est l'invité de ce jury du dimanche e-radio e-TV. L'éducation, Mamadou Ndoye, vous êtes également un grand témoin quand on parle du système éducatif sénégalais et même africain. Des états généraux de l'éducation des années 80 à la concertation nationale sur l'enseignement supérieur en 2013, en passant par les différents plans et programmes. Quelle inspection aujourd'hui feriez-vous du système éducatif sénégalais en tant qu'expert, enseignant et ancien ministre de l'Éducation de base et des langues nationales? Disons que nous avons au Sénégal plusieurs problèmes dans le système éducatif, mais il y en a deux que je soulignerai de prime abord. Nous avons un problème qui est d'abord un problème africain. Le problème africain est que nous avons reçu un système qui n'est pas le produit du développement interne de nos sociétés. Dans les autres pays du monde, le système éducatif est un produit du développement interne de ces sociétés. Nous, c'est de l'extérieur que l'école est venue pour s'imposer à nous. Et avec une orientation et une nature qui n'étaient pas conformes à ce que nous étions en tant que société. Et ça, c'est la tare congénitale de l'école sénégalaise. Ce que vous dites est quand même étonnant. Il y a eu les états généraux, il y a eu la concertation nationale. C'était des occasions pour refaçonner notre système éducatif. Or, le constat est qu'il va de crise en crise. Est-ce que l'explication n'est pas trop facile finalement? Nous n'avons pas réussi à refonder notre école. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi et beaucoup de pays africains n'ont pas réussi non plus, pour ne pas singulariser le Sénégal, à refonder le système éducatif. Pourquoi? Parce que les types de réformes que nous engageons sont soit de type quantitatif, c'est-à-dire comment étendre le système, soit de type correctif adaptatif, c'est-à-dire comment par rapport à des nouveautés venues ça et là, adapter notre système ou corriger telle ou telle faiblesse, mais jamais des réformes qui visent à transformer le système en tant que tel. Nous avons ce premier problème. Mais au Sénégal, il y a 3 priorités qu'on ne veut pas engager. Et si on ne les engage pas, on n'aura jamais l'école que nous voulons. Première priorité, que tous les pays sérieux ont engagé. Aucun enfant sans école.
C'est la première priorité. Le droit fondamental à l'éducation. Vous ne pouvez pas considérer qu'un être humain est un être humain s'il n'a pas droit à l'éducation. C'est le premier point. Et tous les pays sérieux ont commencé par ça. Je ne veux pas avoir d'enfants sans école. Deuxième problème. Lorsque les enfants entrent à l'école, il y a un minimum qui correspond à ce que l'on appelle l'obligation scolaire. C'est-à-dire qu'il y a un socle de connaissances que tout citoyen doit avoir. Un socle. Et ce socle-là, il faut que l'école l'assure à tous, pas à certains et pas à d'autres, mais à tous. Et troisième élément, il faut que ce socle-là corresponde à notre identité, à nos besoins propres de développement, à nos préoccupations fondamentales, aux problématiques quotidiennes auxquelles on est confronté de santé, d'agriculture, d'hygiène et tout cela, que tout le monde soit préparé à les assumer. Une école adaptée à son milieu. Nous sommes ces trois. Oui. Si on ne les fait pas, Oui. on ne peut, mais on ne peut pas les faire Oui. sans quelque chose de fondamental. Oui. L'introduction des langues nationales. Ah, mais j'allais en venir. J'allais dire, mais Les trois sont liés à ça. mais justement, pourquoi il y a autant de difficultés à intégrer les langues nationales? Pourquoi il y a autant de difficultés à casser ou en tout cas arrêter cette marginalisation des daara? Je pose deux questions en une parce que le temps est presque terminé. C'est la préoccupation de Mohamed Lamine Gueye qui dit, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, quel est son avis sur la négligence des daara coraniques, c'est son avis, dans notre système éducatif. Daara, langue nationale. Pour les langues nationales, la question principale qui se pose est une question de volonté politique, mais je n'entends pas volonté politique comme on le dit de manière vulgaire. Pour moi, la volonté politique, c'est non seulement la décision d'engager la réforme, mais de faire les arbitrages budgétaires nécessaires pour que cette réforme soit mise en œuvre et de mobiliser l'administration et la société autour du succès de la réforme. C'est ça que j'appelle la volonté politique. Si ça n'existe pas, vous ne pouvez pas réussir ce type de réforme. Oui. Deuxièmement, en ce qui concerne les daara, vous pouvez parler des daara, mais vous pouvez parler aussi de l'apprentissage traditionnel. Comment aujourd'hui les tisserands, les cordonniers, même les mécaniciens apprennent leur métier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dans la société sénégalaise des ressources éducatives, des ressources de formation, des ressources d'enseignement que nous ne valorisons pas de façon à pouvoir répondre justement à ces besoins-là. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une marginalisation des daara? Parce que quand on remarque, le débat souvent, c'est sur les sévices infligés aux enfants, ce qu'il faut condamner et bannir, mais c'est aussi une sorte de stigmatisation des maîtres coraniques. Comment finalement aborder la question des daara dans une perspective positive? Il faut valoriser comme ressources éducatives. Et il y a des pays, Zanzibar, l'île de Zanzibar a valorisé les daara. Et comment elle a valorisé les daara? L'État a décidé de négocier avec tous les daara un programme éducatif de développement et de protection de l'enfance. Et ce programme-là, tous les maîtres coraniques ont été initiés à ça. Comment protéger l'enfant, comment inciter ses premiers apprentissages, tout en apprenant le Coran. Et ça a permis à ce pays-là de pouvoir aujourd'hui avoir un taux de couverture de la petite enfance qu'aucun pays africain pratiquement n'a. Une piste intéressante pour le Sénégal, pour en terminer en une fraction de seconde. Quel est votre avis ou votre réflexion sur l'orientation de nos meilleurs élèves à la lumière de l'affaire Diary Sow qui a emballé tout le monde il n'y a pas longtemps? Je dois dire que sur l'affaire Diary Sow, moi je suis plutôt réservé, très réservé.
très réservé parce que je n'ai aucun élément d'appréciation me permettant de savoir qu'est-ce qui a motivé réellement son comportement. Parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses par-ci, par-là, mais je ne sais pas ce qui a motivé son comportement. Quelle orientation pour nos meilleurs élèves? Vous savez, il y a 3 choses. On a parlé de comment former les citoyens, c'est les compétences de base. Oui. Il y a les compétences techniques et professionnelles qui sont nécessaires pour la transformation structurelle de l'économie. Oui. Et ensuite, vous avez vos compétences scientifiques et technologiques de haut niveau qui sont absolument indispensables pour percer dans la société du savoir. Oui. Et aujourd'hui, si le Sénégal veut s'ouvrir un chemin sur la société du savoir, le Sénégal est obligé de prendre cette élite et de l'amener dans les meilleures écoles possibles, mais sans les perdre, parce que beaucoup envoient dans les meilleures écoles possibles à l'extérieur et perdent ce qui est un élément de la fuite des cerveaux. Ils doivent être encadrés. Ouais. Merci Mamadou Ndoye. Nous sommes au terme de cette émission Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Mamadou Ndoye, je le rappelle, a été ministre de l'Éducation de base et des langues nationales du Sénégal, ancien secrétaire général de la Ligue démocratique. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission avec un immense plaisir. À la technique, Masmboup, Iba Marsen et tous les autres. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Mamadou Diagne. Imedia SN, Djeba pour le texte et Pape Doudou Diallo pour la photo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.